suis ravi de vous accueillir ici. Je suis Luc Breton, je suis le président de l'Institut G9+. Bienvenue à Paris. Merci d'être là ce soir pour cette conférence qui correspond également à la rencontre annuelle de l'Institut G9+. Donc l'Institut G9+, pour ceux qui ne le savent pas, est un groupement qui fédère les anciens des grandes écoles et universités françaises dans le domaine du numérique, avec cette consultation franco-allemande qui s'intitule « Comment faire émerger les futurs géants du numérique en Europe ». On s'est dit au G9 qu'on aimerait beaucoup avoir un chapitre allemand. Donc on a identifié déjà quelques universités et grandes formations allemandes qui pourraient nous permettre d'ouvrir ce chapitre. Voilà, je suis très heureux de vous accueillir et le menu est assez dense, donc on ne va pas perdre de temps, ce qui va faire venir tous ceux qui ne sont pas encore à l'heure. Je vais commencer par un propos introductif sur l'histoire des collaborations franco-allemandes en matière d'innovation, pour partir de deux constats. Le premier, c'est que l'Europe n'a pas su concrétiser l'objectif qui avait été fixé en 2000 dans la stratégie de Lisbonne, qui était de devenir l'économie de la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010. Ça claquait. Et l'Europe a pris du retard dans le développement de l'économie numérique par rapport au reste du monde. Un chiffre est particulièrement éloquent, qui a été le départ de notre souhait de faire cette consultation, c'est que parmi les 10 premières capitalisations du numérique au niveau mondial, 6 sont américaines et 4 sont chinoises. L'expression, le fameux couple franco-allemand, qui est une expression que certains diront datée, a connu ses heures de gloire en 1963, au moment du traité de l'Élysée, et depuis, aucune image franco-allemande ne nous vient spontanément à l'esprit pour représenter le monde d'aujourd'hui, et notamment l'économie numérique. Bref, nous n'avons aucun outil commun de projection de puissance moderne. Pourtant, chacun sortirait gagnant d'une collaboration renforcée, et nous avons beaucoup de complémentarité. L'Allemagne part d'une industrie existante, et la France a plutôt tendance à réintroduire l'industrialisation, parce qu'elle a privilégié plutôt les secteurs de services et les secteurs de la finance. La France, par ailleurs, vous le savez, pour ceux qui sont issus de ces formations, est un pays d'ingénieurs et de mathématiciens. Le développement disruptif est plutôt dans sa culture. Et il existe une préoccupation profonde en Allemagne sur l'acceptation du numérique et la survie de l'industrie, ce qui fait traditionnellement la force de l'Allemagne pourrait s'avérer dans le futur être une faiblesse, car une grande partie du Mittelstand ne comprend pas encore, ça va venir, hein, l'Allemagne s'y emploie, le concept d'industrie 4.0 et ne se sont pas suffisamment concernés. Au-delà de ces considérations, les données sont la matière première de l'intelligence artificielle, c'est une ressource critique aujourd'hui. Et dans cet univers, on sait que ce qui fait la force, c'est le volume et les first tier party data qui sont de bonne qualité. Et le marché européen, c'est l'échelle pertinente pour créer un marché unifié, un espace de confiance qui soit strictement encadré. Et vous verrez que dans les propositions, il y a certaines choses qui émergent sur ce côté-là. Élaborer une stratégie franco-allemande sur le numérique industriel avec la perspective d'y intégrer d'autres pays de l'Union européenne, tel était l'objectif principal de la première conférence franco-allemande sur le numérique qui s'est tenue à l'Élysée en octobre 2015. L'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur a été créée suite à cette conférence. Elle réunit, comme vous le savez probablement, l'Institut Mines Telekom et la Technische Universität München, la TUM. Elle a pour objectif de créer une académie d'excellence pour aider les industriels à relever les défis de l'industrie du futur. Aujourd'hui, elle travaille sur 11 projets actifs sur l'intelligence artificielle, la blockchain, l'efficacité énergétique, la cybersécurité, de nouveaux matériaux, la supply chain et le management des organisations. Alors, des initiatives opérationnelles, il en existe d'autres. Outre l'Académie franco-allemande pour l'industrie du futur, il y a le laboratoire franco-allemand entre l'INSA de Lyon et l'Institut de Passau, l'industrie franco-allemande pour l'industrie du futur entre
les arts et métiers et le Karlsruhe Institute of Technology. Et donc ces initiatives sont des catalyseurs d'innovation qui permettent l'hybridation des systèmes. Par ailleurs, la deuxième conférence franco-allemande sur le numérique, qui s'est tenue en 2016, a donné lieu à 2 initiatives. Le Label Cloud en France et l'initiative allemande Trusted Cloud, qui a été parrainée par le ministère fédéral de l'économie et de l'énergie, qui ont prévu de faire converger leur collaboration. Et d'autre part, la France et l'Allemagne ont annoncé le lancement d'un fonds d'investissement d'1 milliard d'euros pour le numérique, fonds qui devait être lancé en 2018. On ne désespère pas qu'il le soit en 2019. Dans son discours « Initiative pour l'Europe » à la Sorbonne fin 2017, le président Emmanuel Macron a annoncé la création d'une agence européenne pour l'innovation disruptive. Et au-delà de ces initiatives institutionnelles, on a des entreprises qui se sont bougées et qui ont œuvré pour faire émerger des initiatives franco-allemandes. Je citerai Atos et Siemens en 2011, depuis 2011, qui ont formé la plus grande alliance stratégique jamais nouée entre une société industrielle mondiale d'ingénierie et un fournisseur international de solutions numériques, et qui ont lancé notamment un fonds d'investissement commun de 150 millions d'euros sur l'analyse avancée des données, la cybersécurité, la connectivité. Autre illustration, les moteurs équipant les modèles classe ABC de Mercedes sont des moteurs Renault fabriqués en France. SAP est très engagé dans le développement des startups en France, avec son centre d'innovation. Orange et Deutsche Telekom, que je connais bien, Orange, ont fusionné leurs programmes de plateformes d'intelligence artificielle et d'assistants virtuels. L'actualité, pour autant, nous engage à être mobilisés plus que jamais. On a été très positif, bien sûr, sur le traité d'Aix-la-Chapelle, mais on l'espérait beaucoup plus ambitieux qu'il n'a été. Par ailleurs, le refus récent de la fusion Alcatel, Siemens, Alstom, pardon. Pardon ? Alstom, Siemens, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est mon passé de telco qui me joue des tours. Montre que quand même l'Europe n'est pas forcément très mobilisée à faire émerger ces géants du numérique. Et donc il est urgent de changer le logiciel européen en commençant par accélérer son cœur franco-allemand. 55 ans après le traité de l'Élysée, une nouvelle coopération doit être scellée entre les deux pays. Le gisement de croissance dans le digital est réel. Donc une étude de McKinsey qui s'intitule « Accélérer la croissance, la mutation numérique des entreprises » montre que la France n'utiliserait que 12% de son potentiel digital et l'Allemagne 10%. Selon cette même étude, entre 245 et 390 milliards d'euros pourraient s'ajouter à la richesse mondiale à l'horizon 2025, soit 2500 milliards d'euros pour l'Europe. La France et l'Allemagne ont un grand rôle à jouer pour que l'Europe soit de nouveau le lieu de toutes les innovations. Voilà pourquoi nous avons lancé cette grande consultation franco-allemande. Je vais inviter Axel Daucher, qui est le patron de Make.org, qui est la plateforme que nous avons choisie pour réaliser cette grande consultation. Alors on a eu un peu plus de succès par nos réseaux en France, dans la mobilisation qu'en Allemagne, mais le travail n'est pas terminé. Et les workshops que nous avons menés, on souhaite les approfondir encore, notamment en Allemagne dans les semaines et les mois qui viennent. Et je vous remercie d'être tous là et on va passer aux résultats de l'étude. Bonne soirée. Bonjour à tous. Alors, pourquoi lancer une consultation citoyenne sur un sujet aussi technique ? Il y a deux raisons de le faire. Et la première raison, c'est que quand on veut essayer de dégager des lignes de force et qu'on se met entre experts pour essayer de trouver des solutions, on va être chacun dans ses silos. Et le fait de partir d'une consultation citoyenne va permettre de déterminer des axes de cohérence qui va favoriser la collaboration entre les différents acteurs pour trouver des solutions. Et on va voir exactement à quoi ça correspond. Et puis la deuxième raison, au-delà de cette collaboration, c'est aussi, on est dans une phase un peu particulière que, en tout cas en France, on a bien senti avec les Gilets jaunes et le grand débat national.
et qu'on est à une phase où les grands mouvements politiques, les grandes politiques publiques se fracassent à une société qui est extrêmement fragmentée. Donc il y a une deuxième vertu à partir d'une émergence populaire, pas forcément pour traiter tous les sujets, mais pour identifier des lignes de force qui sont en cohérence avec la population. C'est dans ce cadre-là qu'on a mené cette consultation, où en fait, pratiquement, avec la technologie qu'on a développée, on a posé une question ouverte, qui est comment favoriser l'émergence de champions européens du numérique à des centaines de milliers de Français et d'Allemands, pour en tirer le maximum d'informations que je vais essayer de vous restituer aujourd'hui. Alors, tout d'abord, en termes de volume, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie française, comme le disait Luc. Nous allons prolonger la partie allemande, qui n'a pas eu atteint les seuils suffisants de significativité, de façon à les mettre en perspective par rapport à Viva Technologies, qui arrive au milieu du mois de mai, et sur lequel on va être capable de réconcilier une vision franco-allemande. Mais je dirais que ça s'est fait en 2 étapes, et ça permet finalement de comprendre un peu mieux tout ce qui se passe dans un pays avant de voir l'autre pays, ce qui généralement est plus efficace. Donc on a eu plus de 42 000 participations, 68 000 votes, et on a recueilli plus de 500 propositions de citoyens sans doute avisés, puisqu'ils ont été recrutés sur des campagnes digitales, et donc se sont auto-qualifiés des citoyens particulier, et on en tire 2 grandes natures d'informations. La première, c'est la nature de ce qui a été déposé, et la deuxième, c'est ce qui a émergé. Puisqu'en fait, la totalité de ces propositions ont été taguées, ont été modérées, ont été dédupliquées. Donc on a une première information qui est finalement à quoi pensent les Français quand on pose cette question-là. Et il y a une deuxième information qui est, comme les votants ont pris position sur ces différentes propositions, ça le permet d'en extraire l'émergence, c'est-à-dire les sujets sur lesquels tout le monde est d'accord, les évidences sur lesquelles on va créer de la collaboration. Alors si je regarde dans un premier temps la partie, ce qui a été déposé sur la plateforme, dans les plus de 500 propositions, en fait la première remarque qui vient à l'esprit, quand on a tagué les propositions, on les a taguées suivant 3 critères. Un critère qui sont les enjeux, de quoi on parle, les thèmes abordés. Un deuxième critère qui sont les solutions, quel type de solutions ont été évoquées, et un troisième critère qu'on verra plus tard, qui est finalement quels sont les acteurs de ces solutions qui ont été convoqués. Si je regarde les enjeux, je retrouve quelque chose que je n'ai vu rarement dans plus de 80 consultations qu'on a menées jusque-là, c'est une diversité gigantesque d'enjeux. En fait, on a naturellement les évidences, les enjeux d'attractivité, de financement des entreprises, de R&D, de changement culturel, mais on s'aperçoit qu'aucun n'est prépondérant et qu'on a vraiment une base d'enjeux extrêmement large qui pourrait nécessiter une analyse beaucoup plus approfondie pour en tirer toute la saveur. Quand on regarde les solutions qui sont évoquées pour permettre de faire émerger des champions européens du numérique, et bien, de la même manière, on a une extrême diversité des solutions. Bien évidemment, il y a des sujets sur la régulation, la culture numérique, le système éducatif, mais finalement, on retrouve là aussi, de façon présente, la totalité des solutions possibles qu'on avait préidentifiées au départ. Alors, là où c'est plus concret, c'est quand on va parler des acteurs, les acteurs qui sont convoqués pour répondre à cette question. Et là, dans ces acteurs-là, on retrouve à égalité, pour à peu près la moitié des propositions, les pouvoirs publics, et à égalité entre les pouvoirs publics nationaux et les pouvoirs publics européens. Puis viennent les grandes entreprises, à qui on donne un rôle assez particulier, comme on le verra, sur l'émergence de champions. Et puis enfin, les startups et même les comportements des individus qui apparaissent dans un dernier temps. Donc, toute cette masse d'informations, elle a été soumise à, comme on l'a vu, 68 000 votes, ce qui a permis de les classer suivant deux scores. Un score d'engagement, d'une part, et un score d'adhésion, d'autre part. Et c'est la combinaison de ces scores qui nous a permis d'identifier ce que nous appelons les consensus émergents, c'est-à-dire les pistes sur lesquelles tout le monde est globalement aligné pour avancer et pour changer la donne en ce qui concerne la question posée. Il y a 5 axes qui sont sortis. Le premier axe, c'est la bataille du numérique se gagne dès l'école.
tout ce qui est éducatif du cursus scolaire et qui commence dès le primaire. 2 axes spécifiques à l'Europe. Un concerne comment faire de l'Europe un terrain de jeu favorable, on va rentrer un peu dans les détails après, d'une part, et d'autre part, comment l'Europe peut protéger son industrie numérique, qui sont deux thématiques différentes, même si elles sont complémentaires. Bien évidemment, on a eu un axe sur le financement qu'il soit public ou privé. Et enfin, un dernier axe qui m'a particulièrement touché, qui est un axe sur la culture, le rôle que le numérique a dans la société comme étant un facteur possible, non pas de protection, mais de conquête du marché du digital, une sorte de modèle européen. Alors, si on rentre un peu dans les détails à chaque fois, si je prends la bataille du numérique se gagne vers l'école, dès l'école, on a 3 propositions qui sont largement sorties en tête. Alors d'abord Laurence, il faut susciter des vocations dès le primaire, classe découverte, projet d'école, disposer du matériel adéquat dans les établissements. Il faut former davantage à ce qui différencie les machines, la créativité, l'adaptabilité, le travail en coopération. Il faut enseigner le numérique à tout âge et l'intégrer dans les cursus scolaires. Ces 3 propositions sont celles qui ont émergé et elles sont complétées par des propositions de la même idée, mais qui ont des natures un peu différentes que vous avez à droite. Je ne vais pas toutes les lire. Qu'est-ce qu'on a ? On a la formation numérique dès le plus jeune âge, les cours de code, la totalité de ce qui fait, je dirais, les matières nouvelles du numérique. La deuxième chose, c'est la formation continue. C'est comment le numérique n'est pas seulement une question d'école de plus jeune âge, mais vraiment doit s'inscrire tout au long de la formation. Et enfin, le dernier élément, c'est les compétences clés, les qualités requises. Il y a beaucoup de propositions qui sont autour des qualités du travail en commun, des qualités de créativité, un certain nombre de valeurs qui doivent être intégrées dans le système éducatif de façon à ce que globalement, on ait effectivement un jeu qui se joue dès l'école. Le deuxième axe, c'est l'Europe doit devenir un terrain de jeu favorable. Alors, je vais encore lire les 3 premières. Baptiste, il faut harmoniser les règles fiscales européennes pour que les petits acteurs européens puissent être compétitifs face aux géants américains. Florian, il faut harmoniser et simplifier la politique fiscale et les procédures administratives au niveau européen. Et enfin, Nicolas, il faut favoriser la fiscalité de l'actionnariat salarié pour inciter les cadres à rejoindre les jeunes entreprises pour les structurer. Fondamentalement, on a 3 grandes catégories sur cet axe-là. Une première catégorie qui est l'harmonisation. On a un sujet de complexité européenne. Il y a un sujet particulier de créer une harmonisation fiscale notamment, mais pas exclusivement fiscale, de façon à ce que l'Europe soit un terrain de jeu beaucoup plus fluide pour le développement des acteurs numériques. Le deuxième enjeu, c'est un sujet qui est administratif et réglementaire. Comment faciliter la totalité de ce qui fait la friction européenne. Donc là, on est sur l'histoire d'un statut européen d'entreprise. On est tout ce qui peut permettre, je dirais, une pénétration du marché beaucoup plus facile pour un acteur du numérique. Et puis enfin, un enjeu spécifique sur la baisse de la fiscalité, une fiscalité à tous les niveaux. Là, celle de Nicolas était plus sur l'actionnariat salarié, mais le thème de la baisse de la fiscalité sur les enjeux numériques est ressorti absolument partout. Le troisième axe, c'est indépendamment que l'Europe puisse être un terrain de jeu favorable, comment l'Europe doit mieux protéger son industrie numérique. Donc cette protection, elle va s'exprimer assez naturellement par rapport aux GAFAM, de façon générale, qui sont cités très souvent, mais également dans tout ce qui pourrait favoriser et protéger et améliorer la vie et le développement des PME innovantes. Donc il y a vraiment cette double notion. On favorise notre industrie propre et on se protège spécifiquement des GAFAM. Sur les GAFAM, il y a plusieurs solutions qui ont été abordées, notamment le fait de diminuer leur taille, de les couper en deux. Enfin, là, encore une fois, il n'y avait pas de contrainte de moyens dans la question qui a été posée. La deuxième chose, c'est prioriser l'achat européen. Donc, c'est
essayer de créer dans notre marché une sorte de priorité. Alors là aussi, elle peut s'exprimer de plein de manières différentes, mais une priorité aux acteurs européens. Et puis un truc particulier sur les pépites. Les pépites, alors là, elles ont été exprimées comme des pépites françaises. C'est un point particulier, on le verra d'ailleurs dans les idées. Dans les pépites, la plus grande difficulté, c'est qu'est-ce qu'une pépite européenne? C'est la somme des pépites nationales, donc on y viendra tout à l'heure. Mais néanmoins, il y a un sujet sur l'identification et la protection propre des pépites européennes. En ce qui concerne le financement, il y a deux grands axes sur le financement. C'est le fonds franco-allemand. Alors, il y en a le fonds d'1 milliard qui a été prévu en 2018, le fonds de 150 millions plus récent. Mais fondamentalement, c'est tout ce qui permet à ce qui est effectivement, alors ça a été souvent indiqué de cette manière, des véritables fonds franco-allemands ou des véritables fonds européens ou un fonds public européen. Quand je dis véritable, c'est-à-dire que trop souvent les fonds sont de structure sur plusieurs pays. Ce n'est pas pour autant qu'ils fonctionnent comme un fonds intégré. Donc le sujet, c'est d'aller vraiment vers des fonds intégrés dans ce qui a été requis. La deuxième chose, c'est le développement des sources de financement avec notamment la mobilisation de l'épargne salariée. Et puis le dernier thème qui est ressorti, c'est celui de la place du numérique dans la société, ou qu'est-ce que c'est qu'une société post-numérique ou une société numérique 4.0. Et là, c'est un contrepoint assez intéressant. Évidemment, l'idée qui est sous-jacente, ce sont des idées comme la RGPD, mais pas comme la RGPD comme étant un frein au numérique, mais comme étant un modèle européen qui deviendrait un mode conquérant sur le numérique. Donc il y a... je dirais, dans ce modèle européen qui est dessiné, une attention particulière à la transparence et à la protection des données, mais également autour de ça, une culture du risque à développer, une culture de la coopération entre pays, c'est-à-dire finalement ne pas considérer exclusivement que le rôle de l'Europe est de courir après des acteurs américains ou chinois qui ont pris beaucoup d'avance, mais finalement d'avoir un coup d'avance, de faire un leapfrog et de définir une culture et un rôle du numérique sur lequel nous pourrions reprendre un leadership. Donc ça, ce sont 5 consensus qui sont sortis et on va vous expliquer dans peu de temps ce qu'on va en faire. Maintenant, je ne résiste pas à vous montrer, au-delà de ces consensus, on a eu quelques éléments supplémentaires. D'abord des signaux faibles, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas sorti et de façon assez subjective qu'on a été pointé. Donc il nous faut un ministre européen du numérique. Donc, Mounir Majoubi n'est pas là, mais il sera ravi de l'apprendre. Et il faut une fiscalité franco-allemande harmonisée et diminuée pour les business angels. Ça va passer par les business angels pour pouvoir faire ça. Donc, je ne sais pas si c'était l'auteur du signal faible qui a applaudi. En tout cas, merci à lui. Ensuite, on a eu aussi des controverses, c'est-à-dire des sujets sur lesquels il y a eu beaucoup d'engagement, mais en revanche, avec une position des votes qui était très clivée. On en a 2. Rendre obligatoire le code à l'école et il faut un Nasdaq européen. Ne me demandez pas pourquoi elles sont sorties comme des controverses. On utilise peu la partie des votes pour identifier les controverses. On est plus sur les consensus, mais il y en a toujours qui ressortent derrière. Alors, dernier point de vue, qui est le point de vue de qui a participé à cette consultation en termes géographiques. Ah non, il y a les repoussoirs, pardon. Les repoussoirs, ceux-là n'ont pas de signification statistique, puisque plus une idée est folle, plus elle va ressortir en repoussoir. Mais il faut sortir de l'Europe, l'euro et l'OTAN. Et il faut supprimer la réglementation RGPD qui est sortie en repoussoir. Donc, en tout cas, ça, c'est une information. Alors, les profils des gens qui ont participé, il y a 3 points de vue. Il y a le point de vue sur l'âge. On s'aperçoit que nos campagnes ont été faites sur des populations représentatives, mais on a une très, 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 très forte représentation des jeunes. On a habituellement, quand on compare de façon générale dans les consultations, une surreprésentation des jeunes et des plus de 45 ans, un petit peu comme si on était un peu entre les deux, on était plus consacré à sa famille qu'à l'intérêt général. Mais là, la surreprésentation des jeunes est très particulière.
En revanche, sur la partie représentation géographique, on est assez couvrant et on n'est pas très loin des quotes-parts de la population dans différentes régions. Et puis sur le genre, on s'aperçoit qu'on a plus de femmes qui ont participé que d'hommes, mais en revanche, plus d'hommes qui ont proposé des solutions que de femmes. Et pour vous dire, c'est l'inverse de ce qui se passe d'habitude. Donc il y a un point particulier sur ce sujet-là. Alors, à quoi va servir tout ça ? Ce n'est pas une étude de plus, parce qu'il y a plein d'études qui sont possibles dans tous les sens. Cette méthodologie de consultation par question ouverte, comme je l'évoquais tout à l'heure, elle a un but de mobilisation et de transformation en action. Comme vous l'avez sans doute réalisé, les gens qui on pose une question ouverte massivement n'ont pas tous la même connaissance du sujet, ne sont pas mis elles-mêmes sous une contrainte de moyens, ne sont pas mis mentalement dans une situation d'arbitrage. Donc il ne faut pas nécessairement essayer d'en tirer une sorte de plan d'action. Il n'y a aucune raison que ça soit cohérent, il n'y a aucune raison qu'en tant que tel, ce soit faisable. En revanche, et c'est ça qu'on va chercher, elle représente ce que nous appelons la part d'estomac, c'est-à-dire la part commune citoyenne sur laquelle nous allons créer et de la collaboration et de l'efficacité. En l'occurrence, nous avons du coup, vendredi et aujourd'hui, mené ce qu'on appelle des ateliers de transformation, c'est-à-dire de réunir des experts, la plupart sont dans cette salle, des experts de tout genre, que ce soit d'entreprises, de think tanks, de grands groupes, de start-up, et on les a fait travailler sur ces consensus. Et cette fois-ci, on les a fait travailler sur ces consensus pour aboutir à des actions concrètes. Donc c'est ce moment-là où finalement l'émergence rencontre l'intelligence, où les contraintes de ce qui marche et ce qui ne marche pas est abordée, où la cohérence d'ensemble et les arbitrages sont mis en œuvre, et c'est ce qui permet d'arriver à la fin à des actions qui sont interstitielles des différents acteurs du sujet, qui sont couvrantes de toutes les natures d'actions, c'est-à-dire celles qui sont plus du lobbying, de l'action des entreprises ou de l'action des start-up ou des particuliers, mais aussi qui sont en résonance avec la part d'estomac que j'évoquais tout à l'heure. Donc ces actions-là, nous allons vous les raconter, nous allons vous les présenter. À la suite de ces actions, vous allez voter, vous allez pouvoir déterminer celles sur lesquelles il faut agir en priorité. Et puis une des prochaines étapes, ce sera de les confronter à l'émergence allemande et du coup d'avoir comme ça un set d'actions très large qui vont couvrir la vision française, la vision allemande de l'émergence de champions européens du digital. À toi. Merci beaucoup.